on a souvent l'habitude de se regrouper entre nous, de se retrouver entre nous, Africains, pour parler des problèmes qui nous concernent. Mais souvent, on ne fait pas les choses seuls. Nous collaborons, nous exportons et nous importons en même temps. Et nous avons ici des personnalités avec qui souvent on est en relation. De façon... Je suis essoufflé, excusez-moi parce que j'ai couru et je commence à vieillir. ma minute pause de respiration. Avec qui nous collaborons très souvent, de façon indirecte. Je vais commencer par Edoui, qui est un acteur de la société de l'information que tout le monde connaît, Mediapart. Même si nous n'avons pas d'abonnement au niveau de Mediapart, les articles de Mediapart arrivent vers nous et ils ont réussi à faire bouger les lignes. Et puis la question que je voulais vous poser, c'est depuis hier, vous nous écoutez, vous nous regardez faire. Est-ce que l'Afrique, en ce moment, elle est prête pour intégrer cette société de l'information avec une certaine maturité par rapport à ce qui se fait ailleurs et par rapport à ce que vous avez entendu par rapport à venant de ces acteurs de la société de l'information? Merci Chir, merci à toutes et tous. J'ai coutume de dire qu'un journaliste, c'est mon métier, ne doit jamais prédire l'avenir. S'il prédit l'avenir, il se met à la place de Dieu. Parce qu'il prétend maîtriser l'inattendu, l'imprévu. Justement, ce que les pouvoirs, dans leur souci d'éternité, ne peuvent pas imaginer. Ils ne peuvent pas imaginer l'imprévu, l'inattendu des mouvements démocratiques, des soulèvements démocratiques. Donc, je ne vais pas dire quel est le futur de l'Afrique. La réalité, vous la connaissez, sur ce dont nous avons parlé, c'est le plus gros potentiel, il est en Afrique. 54% de la population mondiale depuis l'année dernière est sur Internet. Il y a 2 régions du monde où c'est en dessous de la moitié, c'est l'Asie, mais c'est surtout l'Afrique qui est la statistique exacte, je l'ai notée et je la retrouve, c'est 35% de la population est sur Internet. Et donc, le potentiel d'utilisation des outils de la révolution technologique, de la révolution digitale numérique, pour les mettre au service de refondation, de rénovation ou de révolution démocratique, c'est ici qu'il se joue. Alors, par rapport à votre question sur les 2 jours depuis que j'ai écouté, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une grande acuité dans toutes les questions qui ont été posées, qui posent dans les termes propres à chaque pays et au continent des questions qui sont aussi les nôtres. Il n'y a pas un continent ou des pays qui seraient propriétaires des bonnes questions. Et ici, moi, j'ai entendu 3 affirmations qui me paraissent fondamentales. La première, c'est que la démocratie, ce n'est pas le droit de vote. La démocratie, c'est un écosystème autrement compliqué. C'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir de n'importe qui. C'est l'idéal de l'égalité, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. J'ai le droit de m'en mêler. L'écosystème démocratique, c'est comment faire que ce n'importe qui puisse exister, qui ne soit pas confisqué par des oligarchies ou des avant-gardes qui prétendent savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour lui, et en même temps de faire en sorte que ce n'importe qui ne donne pas du n'importe quoi. Je dis souvent que dans une culture démocratique, le droit de savoir, cette question de la connaissance, savoir tout ce qui est d'intérêt public, ce que l'on fait en mon nom, ce que l'on fait avec mes impôts, ce que l'on fait en maîtrisant la puissance publique,
est plus important que le droit de vote. Car si je vote sans savoir, je vote en étant aveugle. Et je vote, du coup, peut-être pour mon pire ennemi ou pour mon pire malheur. Donc, tout ce que vous défendez, avec tous les exemples qui ont été donnés d'enquête, de curiosité, de réclamation, d'ouvrir les comptes, d'ouvrir les livres, de répondre aux questions, de répondre aux interpellations venues de la société, c'est cette première affirmation. Non, la démocratie, ce n'est pas le droit de vote. Nous vivons même une époque, y compris dans nos pays, de régression, où l'on nous dit « votez et après taisez-vous », y compris dans un pays comme la France. J'ai été élu, j'ai tous les pouvoirs, rendez-vous dans 5 ans. Plus de corps intermédiaires, plus de dialogue avec la société. Et donc, les questions qui sont posées ici sont les questions de tout le monde. La deuxième affirmation qui m'a frappé, c'est la conscience de comment nous sommes sortis de l'adolescence ou de l'enfance numérique. D'abord, ne soyons pas affolés. Cette machine-là, les smartphones, ces instruments-là, Twitter, Facebook, l'année charnière au fond, même si les sociétés ont été créées avant, c'est 2008. Ça n'a que 10 ans. Ça n'a que 10 ans. Le même âge que Mediapart. Le financement participatif n'existait pas à l'époque. Les tablettes, comme celle qui... Non, vous ne l'avez pas, vous l'aviez là-bas. Les tablettes n'existaient pas et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que nous découvrons au bout de ces 10 ans? Et cela a été très bien dit par plusieurs intervenants. C'est qu'une technique ne suffit pas à faire une libération. Les tuyaux ne suffisent pas à transformer la société. Les réseaux ne suffisent pas à faire la liberté. C'est les usages sociaux. C'est qu'est-ce que nous allons faire de cette révolution technologique, de cette révolution industrielle, comme pour les précédentes. Un avion, un train, ça peut servir à se déplacer, mais ça peut servir à envahir, à conquérir, à bombarder. Le digital, ça sert à communiquer, ça sert à faire de la mobilisation, mais ça sert aussi, comme des jeux électroniques, à manipuler des drones qui vont faire des dommages collatéraux. Et les soldats qui font ça dans une petite casemate, ils croient que c'est un jeu électronique et ils ne voient pas qu'ils font peut-être des victimes qui ne sont pas les cibles, et au-delà même de la question de comment les cibles sont déterminées. Et donc, la question c'est, et c'est l'âge dans lequel nous sommes, Trump, il est compatible avec les réseaux sociaux. Il est de l'univers des réseaux sociaux, Trump. Les réseaux sociaux produisent aussi des monstres, et pas à la marge, au sommet. Et donc, nous sommes dans ce moment où la question de comment nous allons mener la bataille sur l'usage, les contenus, qu'est-ce que l'on fait, quelle est, y compris les lois fondamentales de protection de l'accès au numérique, cela a été dit sur le droit d'accès à l'information, mais c'est la question de la neutralité du net, y compris dans nos pays, qui se pose. Nous sommes aussi dans un moment de régression. Les États, les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques ont pris conscience de la potentialité citoyenne de cet instrument. Ils veulent se le réapproprier. Ils font des lois contre le numérique, y compris chez nous. Ils utilisent la logique marchande pour détruire le débat public sur le numérique. Nous vivons, ce deuxième sommet est au moment de la crise du débat autour de Facebook. Et qu'est-ce que nous découvrons avec Facebook? Que la gratuité publicitaire, qui est une fausse gratuité car nous sommes tous le produit, détruit la qualité de l'information, détruit la qualité du débat public. Elle vous envoie les opinions qui vont conforter vos préjugés. Or, l'émancipation, et vous l'avez tous dit en parlant d'éducation, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est aussi connaître quelque chose qui va me surprendre, qui va me faire réfléchir, qui va me faire penser contre moi-même, qui va me faire bouger, me déplacer. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point, qui pour moi est vraiment l'évidence. Alors je plaide pour ma paroisse, je suis parmi les anciens ici, je viens du vieux monde du journalisme imprimé et j'ai fait cette conversion au numérique avec Mediapart.
Je pense que pour tous les activistes, les africtivistes de cette révolution démocratique qui est potentiellement au cœur de la révolution digitale, il y a une arme pacifique fondamentale qui doit être le combat principal, le droit de savoir. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a un cheval de Troie dangereux qui est notre ennemi sous l'apparence de la liberté. Qu'est-ce que c'est que le digital? C'est la conquête de la liberté de dire. N'importe qui peut en effet exprimer son opinion, sans frontières, et parfois anonymement, et dire ce qu'il pense. Mais attention, mes amis, s'il n'y a qu'un débat d'opinion, il n'y a plus de monde commun. Si c'est mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre le tien, ma croyance contre le tien, du coup mon identité contre le tien, et ainsi de suite, c'est potentiellement la guerre de tous contre tous. C'est ça les bêtes sauvages qui peuvent détruire l'écosystème démocratique du numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une culture démocratique? C'est celle qui met au cœur du débat d'opinion les vérités de fait. Des informations recoupées, vérifiées, travaillées. Des connaissances. Et notre travail est comme celui d'éducateur. On a beaucoup parlé d'éducation, mais ce n'est pas seulement l'éducation avant, c'est l'éducation permanente. Le web, potentiellement, c'est une université populaire. Donc, quel est le combat? Que l'on soit blogueur, que l'on soit journaliste, que l'on soit sur une plateforme, que l'on soit activiste, c'est le combat de la connaissance. Que le débat d'opinion soit un débat informé. Je dis ça et je voudrais rendre hommage au Burkina Faso. Car quelqu'un, quand nous nous sommes connus, Shirfal, vous animiez ce débat à Paris, à la Maison des Métallos, dans le cas du 4e, c'était il y a 3 ans, je ne me trompe, et il y avait un représentant du ballet citoyen que vous connaissez tous, Moki. Et à un moment, il a souligné ça, je plaidais cela, je crois à la vertu émancipatrice, libératrice du savoir. Et nous, nous sommes producteurs de savoir. Nous sommes les experts de nos propres vies. Nous avons des expériences. Et c'est ce qui a été dit tout de suite en disant on doit aussi parler de l'agriculture, de la santé, des problèmes concrets. Ne pas attendre que ça tombe d'en haut. Bien sûr. Et j'expliquais, le côté libérateur, c'est l'image de Mediapart. Le côté Robin des Bois. On prend des secrets aux puissants pour les donner au peuple, comme une arme, et les réveiller. Par exemple, l'évasion fiscale, la richesse détournée des nations, ici les biens mal acquis, et ainsi de suite. Mais, à ce moment-là, Smoky dit quelque chose de très juste et qui est au cœur du numérique. On termine là-dessus. Voilà, et je termine là-dessus. Il dit, vous les journalistes, vous levez le lièvre, mais c'est à la société de les attraper. Et c'est pour ça que vous êtes là. Merci. Merci, cher Edoui. La société de l'information, société immatérialisée, mais technologie des connaissances. Par contre, professeur Brooks, Clemson University, qui collabore avec Africtivist depuis 2014, 2015. Est-ce en confiant nos données, nos informations, qui sont stockées par des opérateurs qui ont des data centers en dehors de nos pays, est-ce aussi une forme de souveraineté quand on sait que tout repose sur les infrastructures et que ces infrastructures-là, nous ne les contrôlons pas encore? D'accord. Je veux commencer avec un peu de perspective. Quand je suis venu la première fois en Afrique, c'était le début des années 90. À cette époque-là, en Guinée, le Conakry, il n'y avait que 2 lignes téléphoniques qui sortent du pays en dehors. Et je travaillais pour la Banque mondiale à cette époque-là. Quand il y avait de la pluie, les 2 ne marchaient pas. Donc le pays entier s'était coupé. Et aussi, j'étais le premier utilisateur d'un réseau de données de Niger. Encore, la Banque mondiale a acheté un réseau et ils ont l'installé, ils ont envoyé quelqu'un de Washington qui n'a pas parlé français et ça n'a pas du tout marché. Et il a fallu que je
fait la traduction entre les... Enfin, ok. Mais par contre, ok, ça a changé énormément. Et il faut aussi penser que dans une vingtaine d'années, l'Afrique aura plus d'utilisateurs sur Internet que n'importe quel autre continent. Et aussi, il faut aussi penser que l'Afrique a des économies, beaucoup des économies qui poussent le plus fort dans le monde entier. Donc ça veut dire que au niveau économique, ça c'est une chose très importante et pas que pour l'Afrique pendant quelques dizaines d'années. Et une autre chose qui m'a frappé dernièrement, avec mon projet, il y avait à peu près 7 ans, j'ai eu un collègue avec qui j'ai travaillé et il me dit toujours que toutes les choses de surveillance, toutes les choses pour contrôler des gens sont mises en place d'abord en Afrique comme alpha test pour utiliser après dans l'Occident. Et moi, j'ai pensé que qu'il est un peu parano, que c'est pas vrai. Il a dit que les technologies de censure sont d'abord déployées en Afrique comme pour tester test avant d'être utilisées ailleurs. Dans l'Occident. Et cette année, avec les choses de Trump et Cambridge Analytica, c'est évidemment vrai que c'est utilisé d'abord à Gabon, aux autres pays en Afrique, et ensuite ils ont l'utilisé aux États-Unis. Donc il y a des enjeux de tout ce qu'on parle ici, c'est énorme, et pas que pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Autrement, chacun a voulu que je parle de la sécurité informatique. Tout ce que j'ai à dire peut être résumé en sauf qui peut. C'est terrible. Le vrai problème est que tout ce qu'on fait, ça dépend des gens qui font des ordinateurs, font des systèmes d'exploitation, font des softs qu'on utilise. Et que eux, tout est basé sur la logique économique. Et donc, c'est plus facile à faire des choses, c'est moins cher de faire des choses merdiques, qui ont tous les problèmes. Et c'est pas eux qui perdent l'argent. C'est vous qui perdez l'argent et donc c'est à eux de dépenser l'argent pour vous sauver l'argent. Ça ne va jamais arriver. Donc il faut qu'on se méfie, il faut qu'on apprenne à faire tout ce qu'on peut pour se protéger. C'est vraiment pas assez, mais on n'a pas le choix. On a trop à perdre et ça sera la plus grande chose. L'autre chose, c'est, il y a la responsabilité pour vous qui font des systèmes d'informatique. Il faut éviter de garder des informations sur les individus. Ça, c'est comment la plupart des choses sont volées maintenant, des sites web, etc. Ce n'est pas des individus. Et l'autre chose est on a parlé beaucoup de fausses informations, etc. Et avec ça, c'est très difficile. Il faut que les gens réfléchissent bien et sont bien logiques parce que la psychologie est contre nous avec ça. Parce que tout le monde a la tendance de croire des choses qu'on croit déjà. Et surtout quand il y a des informations qui vont contre l'identité. Si on reçoit des informations qui sont contre ce qu'on pense, on pense ça encore plus fort. Et ça, c'est difficile à faire de contraire. OK, merci. Merci. C'est l'un des Français les plus parfaits des États-Unis. Merci, professeur. Et j'espère que vous avez suivi son raisonnement. C'est un peu profond par rapport à ce que nous faisons, mais c'est à prendre en compte. C'est à vraiment prendre en compte, faire très attention et avoir le recul nécessaire avant de se lancer dans quelque chose. Surtout quand il s'agit d'informations que nous recevons sur nos téléphones ou dans nos supports. William, aujourd'hui vous avez fondé PLAF.
Nous avons vu, et jusqu'à présent, cette chaise vide symbolise encore une fois le risque que nous courons, nous, acteurs de l'information et de l'écosystème. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir écouté ces activistes, vous retenez des choses qui pourraient vous amener à lancer plus ou moins un autre projet ou à intégrer plus ou moins un programme d'ampleur qui pourrait aller dans ce sens-là? Oui, merci Cheikh. Une précision, je rappelle que William Bourdon est l'avocat du célèbre lanceur d'alerte, Edward Snowden, que nous connaissons tous, et donc il fait partie de ceux qui l'ont défendu. Oui, puisque tu parles d'Edward Snowden, juste dire que je l'ai rencontré à Moscou il y a 2 mois, et j'avais le plaisir de vous dire qu'il allait bien, qu'il était vaillant, déterminé à faire en sorte que la Russie ne soit pas une terre de retraite éternelle. Et je lui ai montré d'ailleurs le premier rapport de PLAF dans la chambre d'hôtel où j'étais avec lui. Il a loué, salué l'action de la société civile africaine en espérant un jour pouvoir être avec nous physiquement et en témoigner avec les mêmes mots que ceux qu'il a partagés avec moi, avec émotion, il y a 2 mois à Moscou. Si j'avais un doute sur la pertinence de PLAF, si j'avais des raisons, ou si j'avais eu des raisons d'avoir quelques scepticismes, rationnels ou irrationnels, vous êtes aujourd'hui tous collectivement la démonstration parfaite, définitive, du fait que c'était une bonne idée de créer d'abord et de façon prioritaire et privilégiée en Afrique un nouvel instrument pour permettre à ceux qui courageusement sont et seront demain l'avant-garde des citoyens d'Afrique, l'avant-garde, les pionniers, les passeurs, eh bien, de créer un instrument parmi d'autres pour justement à tous ces nouveaux passeurs de la nouvelle citoyenneté africaine de pouvoir exercer ces nouvelles responsabilités dans un débat public depuis trop longtemps confisqué en Afrique. Car les nouvelles technologies, Louis le rappelait, peuvent produire du divin et du maléfique, du crime comme de la vertu, comme de la poésie. Et ce nouvel instrument, vous êtes la démonstration du fait que vous vous l'êtes approprié, et vous l'êtes approprié parce qu'il y a une détermination que l'on sent ici fortement à exercer pleinement les nouvelles responsabilités qu'impose la nécessité de rendre responsables les acteurs privés et publics qui, de façon si éternelle, si cupide et si cynique, cherchent à rester définitivement irresponsables. La technologie au service de la conscience citoyenne, c'est la technologie au service de l'exercice de ces nouveaux devoirs que vous exercez, c'est-à-dire de faire en sorte de démontrer aussi à la face de l'humanité que l'Africain n'a aucune difficulté à rentrer dans l'histoire pour faire un clin d'œil sinistre à un ancien président de la République française. Et que ici, comme ailleurs, on peut prendre parfaitement ses responsabilités pour affronter tous les nouveaux débats qu'impose le XXIe siècle, dans leur complexité, dans leur transversalité, mais aussi en exerçant ces nouvelles responsabilités, de mesurer qu'elles en imposent des nouvelles responsabilités, une nouvelle vigilance citoyenne, une vigilance éthique, car cet nouvel outil aussi, il peut être un facteur de dissémination de ce qui est à l'envers de ce que la démocratie exige, c'est-à-dire le souci de respecter les faits, l'intégrité et la probité. Alors oui, je ne me suis pas trompé, on ne s'est pas trompé avec Henri Tulliez en créant ici, pour la première fois, un outil universel de protection des lanceurs d'alerte. Nous espérons revenir dans d'autres pays africains et pouvoir dire aussi à tous nos amis africains que grâce à tous ces formidables retours d'expérience accumulés ici, eh bien un jour on dupliquera, et vous serez peut-être avec nous et avec moi, à Rio de Janeiro,
au Mexique, à Singapour, une plateforme de protection de lanceurs d'alerte en Asie, en Amérique latine. Alors le chemin va être long, le chemin va être compliqué. Tout ça va nous demander aussi de rehausser notre professionnalisme individuel et collectif. Et nous savons que si l'utopie est parfois une vérité prématurée, eh bien à nous, collectivement et ensemble, de le démontrer. Merci, merci beaucoup, William. Yago, je te pose la question en français, mais tu vas répondre en anglais, c'est ça? Oui, parce que le niveau en français, c'est très... C'est pas le même niveau que Brooks. On termine avec toi, et c'est beaucoup plus pour revenir sur tout ce qui pourrait être mode de... Comment? Oui, Audrey. Mode de collaboration entre les acteurs du cyberespace et tous ceux qui sont aujourd'hui dans les instances de décision, c'est-à-dire les municipalités, nos dirigeants. Parce que vous êtes dans un espace qui est plus ou moins une des références dans ce sens-là, qui est Media Lab Prado à Madrid. Et est-ce que vous pouvez aussi partager en quelques minutes cette expérience avec plus ou moins entendu ici? Yes, of course. Well, first, thank you. Merci beaucoup pour être là. Pour moi, c'est très important. Je suis venu de l'Espagne, mais de l'écosystème activiste. Alors, quand je suis ici, I'm here all around with activists. I feel like at home, and I feel like at home, but in a completely different world, because Africa is a completely different world from Spain and from Europe. So I'm really pleased to be here. Thank you. Thank you for inviting me. So in Madrid, what we have now is a interesting situation, not just in Madrid, but in different cities in Spain. Is that what happened now is that activists that were at first pushing with social media against traditional media, now they are inside institutions, inside governments. So there is a really interesting opportunity to try new ways to make democracy, and with digital platforms as we are doing. So I would like to explain you the history, a little bit the history of activism in Spain the last years, okay? So, as you know, in 2011 with 15M and Occupy movement, it was like a diagnosis that democracy was not working at all in Spain, and we have seen that in other places felt a little bit the same. So there is a democratic crisis, and we are searching for new ways to have a better democracy. So in Spain, what happened is that activists take different paths. Some activists were centered on overflowing the traditional media, creating new digital media, and creating new platforms like crowdsourcing platforms to allow people to get money to fund campaigns and to press on politicians also. But other part of the activists start to think about being inside governments and being inside institutions. So this part is related with, okay, there is like a ceiling that it doesn't matter that we are pushing through against the media, against the traditional structures of our countries that we cannot break. So we need to go inside governments. And this is an important reflection that we have made in Spain. So we start to organize new parties, and these parties began to experiment with new digital tools. So we're part of that experiment, and we start using platforms to get proposals, for example, platforms to select candidates for going to elections. And finally, we were lucky, and we won some elections in some governments in big cities in Spain. For example, Madrid, Barcelona, we have mayors, and we have mayors who are women, so we are proud of it. And also we have activists that they are working like
Troy horses in a nice way. I mean that they are trying to go inside institutions not to say what to do, but to open institutions. And there's a very different profile with traditional politicians. So we're trying to create a new sort of elected politician that is not there to say what to do, but to allow people say what to do. And we are learning how to do that with new digital platforms. So I don't know if I can connect my laptop. Yes? Okay. Yes, I would like to show you some things. Okay. So as part of Madrid, I think we have to... Yes? Well, part of the Madrid infrastructure is the Media Lab Prado, which is a citizen lab where I work. So here we are working, thinking about new digital tools and process to boost democracy, to have better process in democracy. And so this is a little bit what happened in Spain, and I will resume it. This is our candidates that have been selected with digital platforms, with representative way of selecting them. And these are our colleagues in Argentina with a Troy horse next to the government. So this is a little bit what reflects the idea. So we try to get people inside the parliament and in a different way as politicians are doing. So we are trying to go to try to change the concept and to be more ambitious, like from denouncing to proposing and deciding. I think this micro is... Okay. So this is Manuela, that is our mayor. This is Ada Colau, which is the mayor in Barcelona. As you can see, she was an activist before. She has been detained in this situation. And this is Pablo Soto. This is the chief director in Madrid for participation strategies and digital democracy. And he has been also detained. He was also an activist. And they are independent also for party structures. So I would like to show you directly the platform we have. So we have now a digital platform to allow direct participation of citizens. And we have nearly 500,000 users, and we have thousands of visits every day. We have collect more than 30,000 proposals coming directly by citizens. And we have distributed 260,000 euros in projects coming directly by citizens. Okay, so this is important. We call this a sort of bottom-up democracy. It means that from the proposal of some groups of citizens or some individual citizens, proposal gets arrive to get support until finally they are selected as the best proposals, as the most supported proposals, and they are directly made. So there is no mediation of the political representatives. And you can see some of the projects that have been already made in Madrid. So there is sport installations, places for children, and also there is big decisions. We are not just reduced to participatory budgeting, that is what I showed you, but also to change the normatives in the institutions with not budget limit. For example, this is a decision that was made by a majority of citizens, and it was related with changing, now it's dead. So it was a citizen proposal, and they decided that all energy contract belonging to the city council were going to be sustainable, not produced by fossil fuels directly. So this is a little bit the principles of our website. So as I have explained, there is no mediation. C'est pour canaliser l'intelligence collective des citoyens. Yes, so this is the proposals. We can geolocalize them, and we can share them. It's very easy. And people share them in social media, as Facebook, wherever, and they find supports, and finally they are made. So
I think I will finish very fast. This is important because an institution, a government, can verify users. This is a different way of participation because you can validate that one user is one person, and this is made by the government, the institutions. So it's very easy to create proposals, and just to let you know that this is free software. I will go to the end because the microphone is not working very much. This software is free software. That means could be used wherever you want for free. It's created by institutions for non-profit use. So we have like dozens of cities in all the world that are using our software. For example, Montevideo, Buenos Aires, is not our software. Now it's software that is for everyone, and everyone is developing it. Buenos Aires in Argentina, also regions of Colombia like Nariño, Torino City in Italy, and it's called Consul. So today in Marrakech, they are receiving a prize from United Nations for good open government practice, and in Madrid it's called the site Madrid. So I let you create the site Ouaga, the site Dakar. It's very easy. The site Congo, the site Africa, whatever. We have already discovered that one platform has been created in Burkina. It was a surprise because they have never talked to us, but it's already working in Burkina, so you can go. I have put the link on my Twitter account. You can check it out how it works, but it don't have many participation. But well, this is a little bit what I wanted to explain you. So thank you. Thank you, Iago. At the same time, you can introduce Audrey. Maintenant, on termine avec un message de Audrey Tang, qui est aussi activiste de Chine-Taïwan et qui devait être là avec nous, mais par souci d'agenda, elle a tenu à nous faire cette vidéo. Et c'est comment? Yes. Ministre, oui. Activiste, qui est devenu ministre et qui est resté activiste tout en étant ministre. Aujourd'hui, ils font conférence non, ça s'appelle pas conférence de ministres, conseil des ministres. Elle met son téléphone, c'est en Facebook Live. Hein. Chine-Taïwan. Audrey Tang. Elle est sur Twitter, elle nous suit et elle est vraiment désolée de ne pas être là parce qu'elle tenait à être là. Mais je vous assure que voilà, on aura l'occasion de la voir. To add one thing to present her, yes, because please. She has been in Madrid also. She's coming from the Occupy movement in Taiwan, and then the government has, an independent government has turned her into digital ministry. So he was a hacker activist before. So there is the same situation as happened in Spain, in Taiwan, and it's happening in many places, and we hope that also is going to happen here in Africa soon, that you will have activists inside governments, okay? So I will let you with Audrey. Instead of being, unlike many people today, I'm an optimist, she said. Donc, mais à la base, je suis là pourquoi je voudrais revenir sur un point important qui a été évoqué. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris la question de cher au prof, mais l'idée c'était, n'est-ce pas, la difficulté en fait qu'aujourd'hui, bon, les cyberactivistes ou les activistes africains, les contenus se retrouvent dans des serveurs que eux-mêmes ils maîtrisent pas. Voilà, donc je pense que c'est un sujet important, voilà, qui, j'allais dire, peut faire même l'objet d'un sommet, voilà. Donc, mais c'est juste pour dire que du côté du IT, nous y réfléchissons beaucoup, voilà, parce que au-delà de l'appropriation des technologies par les jeunes Africains, il faut aussi qu'on puisse, n'est-ce pas, aller dans une sorte d'indépendance numérique. Voilà, parce que quand on parle de que le gouvernement a coupé Internet, le gouvernement a fait ceci, c'est parce que, en fait, la plupart des contenus et les outils que nous utilisons ne se trouvent pas en local. C'est des sociétés privées qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, qui le font.
Mais imaginez si on avait des sociétés privées, des entreprises privées en Afrique, voilà, qui avaient des serveurs aussi dans nos pays, voilà, et les cyberactivistes et autres, ils utilisent les outils, n'est-ce pas, qui sont produits par ces sociétés, ces entreprises privées africaines. Bon, ça peut en tout cas aider, n'est-ce pas, à résoudre un temps soit peu, en tout cas, j'allais dire définitivement même, les problèmes d'intervention en fait de l'État dans la gestion de la bande passante. Donc, en tout cas, c'est un sujet auquel nous tenons beaucoup au Burkina et nous y travaillons à cela. Maintenant, un autre aspect en fait que je voudrais évoquer, que je n'ai pas entendu, c'est vrai que je n'étais pas là hier, mais en fait, c'est vrai que nous utilisons Internet, mais n'oublions pas en fait que, j'allais dire, plus de la moitié de nos populations n'ont pas accès à Internet. Maintenant, comment ces gens ont accès aux contenus qui sont produits par les activistes que vous êtes? Alors, comment ils ont accès? Parce que vous faites un article en français que vous publiez sur, je ne sais pas, Twitter, Facebook, et vous ignorez plus de la moitié de la population parce qu'ils ne pourront pas non seulement accéder à Facebook, mais deuxièmement, même s'ils ont accès, ils ne peuvent pas lire. Donc, un autre combat aussi que nous menons, c'est l'accès à l'information aux populations en langue locale. C'est un aspect que j'aimerais que vous intégrez, n'est-ce pas, dans vos approches. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour les commentaires, les questions et les contributions. Je vais donner la parole à chaque intervenant pour 1 minute, pour un mot, et puis après on clôt. Toi, tu as été interpellé, tu peux revenir là-dessus quand tu auras le micro. Mais je commence par William pour le mot de la fin. Ça va? Parfait. Yago. Alors, la première question, how we manage this amount of information related with participation, with citizen participation. Well, it's true that just the more supported proposals are the ones who are transformed into public policies, but the rest of the proposals are a rich big data of affections in the city. So we have different plans to social mediation with those citizens. We are clustering groups of citizens who are thinking about the same issues, and we are making a call to all of them. For example, we have made to one project related with people that were thinking about children in a city, how we can build a city more friendly with children, and we have gathered them also in a virtual community, and we have made them deliberate together to make nice proposals that could also be supported by a community. Okay, this is one way we deal with all this information, because we have users connected with proposals, so we can cluster all that. So I would like to thank this guy that is using Consul already, and I have also for the Haiti question, I have 2 insights. I don't know the name of the guy. Okay. He's looking. Yes, so there is a project in Colombia to share proposals in communities with no internet at all. And what they are doing is going village by village with proposals and letting in a newspaper let all the citizens read those proposals, and then they allow them to vote on them. And they have a deliberation, they run proposals, and finally they vote to them. There is an interesting project. And also, if you install free software, it's your own software. So if you start using free software in Africa, it will be African software, because free software is non-proprietary. So that's it. Edouard. Oui, un petit mot. Je ne voudrais pas casser l'enthousiasme, mais je voudrais juste souligner qu'il ne faut pas céder à l'illusion technologique. Cette réalisation espagnole
est liée, et d'une certaine manière, Iago vient le dire en parlant de la Colombie dans le processus de paix où cela se fait sans technologie, elle est liée au fait qu'il y a eu un mouvement social progressiste, démocratique, dans le réel et pas dans le virtuel en Espagne. Sur la corruption, sur l'immobilier, sur le chômage, sur les migrants. Attention, attention, on peut avoir l'inverse. En Italie, il y a eu un mouvement qui a voulu faire un ballet, mais il n'est pas très citoyen. Mouvement 5 étoiles, en utilisant le numérique, en disant il y a un chef, il n'est pas chef, et le numérique, c'est le peuple numérique, et en fait, le chef, il manipulait comme il voulait. Aujourd'hui, ce mouvement est allié à un parti fasciste, xénophobe, raciste, en Italie, au cœur de l'Europe. La technologie peut servir aussi les pouvoirs, voire les pires idéologies. Elle n'est pas libératrice en soi. Le virtuel ne suffit pas. Il faut être dans le réel, il faut être sur le terrain. C'est un instrument, un outil. Mais Hitler, il a utilisé la radio et formidablement bien. Et encore une fois, Trump, il utilise Twitter et formidablement bien. Et le président français, maintenant, se met à utiliser les vidéos virales pour faire une stratégie purement idéologique antidémocratique. Et donc, je réinsiste là-dessus. Pourquoi je dis cela? Moi, je suis journaliste. Qu'est-ce qu'a fait comme illusion la révolution numérique? Que l'information est gratuite. Du coup, l'information, sa qualité, sa valeur, sa pertinence a été détruite. Trop d'informations tue l'information. L'opinion, la rumeur l'ont emporté. Et j'ai défendu l'idée que l'information a une valeur et qu'il faut en convaincre le public. Et que ce sera ça la garantie d'une information indépendante. J'ai été contre l'illusion de la technique. Donc je voudrais juste souligner ça. C'est un outil, mais votre démarche est d'abord une démarche démocratique, sociale. C'est ça, c'est fondamentaux. Et elle prend l'outil et elle voit comment le tirer vers le haut et pas vers le bas. Merci, merci Edoui. Richard. Directement aux questions sur la construction des réseaux, etc. Je suis pour faire des choses plus locales, mais j'ai peur que ça ne soit pas moins accessible par le gouvernement, mais plutôt plus. Parce que si c'est des sociétés locales, le gouvernement a contrôle de eux aussi. Une chose qu'on a faite dans le système que nous avons construit, c'est qu'il y avait un matrix qui a marqué les pays qui sont l'un contre l'autre, et tous étaient forcés d'aller dans les pays où le gouvernement local n'aime pas le gouvernement où on est. Et on pourrait faire ce genre de choses. Et pour l'accès aux données, pour les gens qui n'ont pas... il y a des choses qu'on puisse faire, mais je ne sais pas si ça c'est vraiment un problème technique ou un problème économique. Parce que je pense que les gens qui n'ont pas accès au réseau n'ont pas accès aux autres choses qui sont peut-être plus importantes pour eux. Merci, merci Richard. Merci, chers amis, chers panélistes, William, Iago, Edoui, Richard.